Donc nous allons maintenant passer au troisième dossier. Il s'agit maintenant d'un dossier long. Vous recevez en consultation un patient de 63 ans qui vient vous voir pour une déformation de la jambe droite qui évolue depuis plusieurs mois sans autre symptomatologie associée. À l'examen clinique, il existe effectivement une discrète déformation de sa jambe en arc de cercle. Il est en bon état général, il n'a pas perdu de poids. Il vous a ramené ces radiographies qui ont été prescrites par son médecin traitant. Ces radiographies sont donc les suivantes. Je vous laisse un peu de temps pour les regarder. Et on vous demande les questions suivantes. Donc, quel diagnostic évoquez-vous devant cette radiographie? Première question. Ensuite, à la deuxième question, décrivez les anomalies et radiographies caractéristiques de cette pathologie que vous retrouvez sur ces radiographies. À la troisième question, on vous demande quel bilan complémentaire vous proposez. À la quatrième question, votre patient ne se plaint d'aucune douleur. On vous demande si vous proposez un traitement pour cette pathologie. À la cinquième question, on vous demande quelles sont les constatations qui auraient été à même de modifier votre attitude thérapeutique et de justifier pourquoi. À la sixième question, on vous demande de citer la classe thérapeutique qui est utilisée à l'heure actuelle dans le traitement de cette pathologie et de citer deux des molécules qui peuvent être utilisées que vous connaissez. Enfin, aux septième et huitième questions, on vous demande premièrement si vous connaissez les principales contre-indications de cette classe thérapeutique, si vous pouvez expliquer à votre patient les modalités de prise de ces médicaments lorsque ce traitement est prescrit par voie orale. Et enfin, à la huitième question, on vous demande simplement quel est le principal paramètre biologique de suivi dans cette pathologie. On va donc commencer la correction avec la première question. Quel diagnostic vous évoque cette radiographie ? Le diagnostic à évoquer ici, devant une radiographie typique, était celui de maladie de Paget osseuse, et celle-ci était localisée au niveau du tibia. On va voir sur quel signe radiologique. Donc à cette deuxième question, on vous demandait de décrire les anomalies caractéristiques de cette pathologie que vous retrouviez sur les radiographies de votre patient. Les anomalies sont les suivantes. On retrouve très fréquemment une zone d'ostéolyse. Parfois, au stade initial, celle-ci est seule, et c'est ce qu'on appelle le V pagétique. Je vais vous remontrer ensuite les anomalies sur les radiographies. Il existe très fréquemment une hypertrophie osseuse de l'os concerné ou de la pièce osseuse concernée, qui est responsable d'ailleurs des conséquences de cette maladie que nous reverrons tout à l'heure. On retrouve dans les signes radiographiques une dédifférenciation entre l'os cortical et l'os médulaire, donc une dédifférenciation cortico-médulaire. Il existe effectivement un épaississement des corticales, très souvent une déformation de la pièce osseuse responsable au niveau du tibia de cette déformation un peu en arc de cercle, et la structure de l'os est fibrillaire et anarchique. Donc sur cette radio, on pouvait voir ici la plage d'ostéolyse qu'on peut appeler V pagétique. Parfois, je vous dis, c'est le seul signe qui existe avec une zone un peu déminéralisée au-dessus, un V pagétique et l'os normal en dessous. Ici, alors que sur l'os qui est sain, ici au niveau de la fibula, on distingue bien l'os cortical et la médulaire. Ici, au niveau du tibia, c'est beaucoup plus difficile. On voit qu'il existe une hypertrophie avec une augmentation nette de la largeur d'un tibia par rapport à un tibia normal. Et comme on l'a vu ici, la structure est ce qu'on appelle fibrillaire et donc anarchique. Donc ici, vous aviez tous les signes classiques d'une maladie de Paget. Donc à la troisième question, quel bilan complémentaire proposez-vous pour faire le point donc, sur la maladie de Paget chez votre patient ? Tout d'abord, un bilan biologique, NUM, VS, CRP, électrophorèse, calcémie, phosphorémie. Très important
phosphatase alcaline, on verra pourquoi. Si vous aviez eu une atteinte du bassin, le principal diagnostic différentiel d'une maladie de Paget du bassin sur des anomalies radiographiques, c'est des métastases osseuses ostéocondensantes du cancer de la prostate. Donc là, bon, sur un tibia, c'est pas très évocateur, mais j'ai préféré quand même vous le mettre et vous en parler. Si vous avez un Paget du bassin, vous devez absolument faire des PSA et parler à un moment ou un autre dans votre dossier d'un possible cancer de la prostate. C'est vraiment le principal diagnostic différentiel d'un Paget du bassin. Et enfin, une calciurie. Dans la maladie de Paget, tous ces examens-là sont normaux. Ensuite, les autres marqueurs du remodelage osseux. Si vous devez en retenir qu'un, c'est les CTX sériques. Et pour certains, ce n'est pas forcément nécessaire de les faire. Pour d'autres, ils aiment bien les faire quand même. Donc vous pouvez rajouter dans ce cadre-là le dosage en plus des marqueurs des CTX sériques. Donc comme marqueur osseux, ici vous aviez les CTX et les phosphatases alcalines. Sur le plan radiographique, vous devez faire des radiographies des zones qui sont classiquement atteintes dans le Paget. Donc un crâne face plus profil, un rachis dorsolombaire puisqu'il peut y avoir des atteintes vertébrales, un bassin comme on en a parlé tout à l'heure, et enfin éventuellement des radiographies des os longs autres selon orientation. Et au stade du diagnostic, il est recommandé de faire une scintigraphie osseuse, mais uniquement au diagnostic. Le but de cette scintigraphie osseuse, c'est de repérer toutes les lésions pagétiques. Vous découvrez un Paget sur une lésion du tibia. Est-ce qu'il y en a sur le bassin, sur le crâne qui ne serait pas visible à la radio? Vous faites une scintille, comme ça vous faites le bilan de vos lésions pagétiques, parce que les lésions pagétiques fixent à la scintille. Vous regardez s'il y a des vertèbres atteintes, vous regardez s'il y a le crâne, et vous savez d'où vous partez. Après, il n'y a pas besoin de la répéter pour le suivi, parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup de nouvelles atteintes par la suite. À la question 4, on vous précise, comme c'était dans l'énoncé, qu'il n'y a aucune douleur, aucune symptomatologie. On vous demande si vous décidez d'entreprendre un traitement spécifique de sa maladie de Paget. Votre réponse doit être non. Il s'agit ici d'une maladie de Paget asymptomatique qui touche le tibia. Il n'y a aucun problème fonctionnel en général, sauf parfois des gonarthroses avec des atteintes pagétiques du tibia. S'il est asymptomatique, il n'y a pas d'indication. Par contre, s'il y a des douleurs, des troubles vasomoteurs en regard du tibia ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez proposer un traitement. Mais la maladie de Paget asymptomatique n'est pas une indication thérapeutique. Donc on vous demandait quelles constatations sont à même de modifier votre attitude thérapeutique et pourquoi. Vous devez savoir qu'il y a 3 localisations qui imposent la mise en route d'un traitement du fait d'un problème de pronostic fonctionnel. Quelles sont ces 3 localisations? Tout d'abord, l'atteinte de la hanche, la coxofémorale, qui est une localisation à risque du fait, comme vous l'avez vu dans le Paget, une hypertrophie osseuse, qui fait que s'il y a une atteinte du haut du fémur et de la tête fémorale, celle-ci devient plus grosse que le cotyle ne peut recevoir, et c'est responsable de problèmes mécaniques, responsable d'une coxarthrose secondaire, et qui dit coxarthrose secondaire sur une pathologie de ce type dit prothèse de hanche. Donc c'est une indication au traitement. Enfin, si vous avez une localisation vertébrale, on a vu toujours le fait du problème de l'hypertrophie osseuse, le risque des localisations vertébrales est celui au niveau dorsale et lombaire bas de compression médulaire et en dessous de compression de la queue de cheval. Enfin, l'autre localisation qui nécessite un traitement sont les localisations du crâne et en particulier une atteinte du rocher du fait du risque de surdité de perception. Voilà les 3 localisations qui nécessitent par elles-mêmes un traitement même si votre patient est asymptomatique du fait du risque fonctionnel. À la 6e question, on vous demande quelle est la classe thérapeutique qui est habituellement utilisée dans cette pathologie et de citer 2 molécules que vous connaissez. Dans la maladie de Paget, le traitement classiquement utilisé est un traitement par biphosphonate.
Quelles molécules peuvent être utilisées dans la maladie de Paget? Plusieurs molécules ont l'AMM. Je vous ai mis ici les anciennes molécules, comme le didronel ou le scélide. Bon, le scélide encore utilisé. Le didronel, à mon avis, il ne faut plus trop l'utiliser. Et il vaut mieux connaître les nouveaux. Risedronate ou Actonel, ça se prend à raison de 30 mg une fois par semaine. Le traitement est de 2 mois. Et on a aussi les traitements par voie intraveineuse qu'on peut proposer dans les localisations à risque. Donc pamidronate ou Aridia, donc intraveineux comme on l'a dit, 80 mg 3 jours de suite. Et plus récemment, la Clasta ou zoledronate, c'est l'équivalent du Zometa pour les métastases, à une dose un tout petit peu plus forte, 5 mg. Et on le fait une fois, il n'y a pas besoin de le renouveler, normalement. On vous demande si vous connaissez les contre-indications de ces médicaments et d'expliquer à votre patient les modalités de prise du traitement si vous le prescriviez par voie orale. Quelles sont les contre-indications des biphosphonates? L'insuffisance rénale sévère, avec nécessité d'adapter les posologies en cas d'insuffisance rénale, en particulier pour les formes par voie intraveineuse, avec un risque d'insuffisance rénale aiguë si la perfusion est passée trop vite à des doses trop fortes chez des gens déjà insuffisants rénaux. Les hypocalcémies, parce que ça donne en soi des hypocalcémies et que des troubles ioniques à type d'hypocalcémie peuvent entraîner des problèmes cardiaques, et parce que aussi l'hypocalcémie est souvent le reflet d'une carence en vitamine D et qu'il est mauvais de donner des biphosphonates sur un os carencé en vitamine D, ça le fragilise. Enfin, c'était absolument pas le cas ici, mais vous devez savoir que c'est contre-indiqué en cas de grossesse ou d'allaitement et qu'on préfère aussi éviter d'en prescrire chez des femmes qui n'ont pas eu d'enfants parce qu'on sait que la rémanence osseuse des biphosphonates est longue, plusieurs mois, voire plusieurs années. En particulier pour les traitements par voie IV type Zometa, on sait que l'os relargue des biphosphonates pendant 2 ans. Donc chez une femme en âge de procréer, c'est pas terrible. Dernier point que je ne vous ai pas mis ici, puisque c'est essentiellement une contre-indication qui est liée au Fosamax, ce sont les pathologies œsophagiennes, en particulier les pathologies du tonus œsophagien avec une hypertonie ou une atonie œsophagienne, enfin, des troubles de la motilité œsophagienne. Donc, quelles sont les modalités de prise de ce traitement? Les biphosphonates, que ce soit prescrit ici dans la maladie de Paget ou dans l'ostéoporose, se prennent selon les modalités suivantes. Vous devez bien expliquer à votre patient que le médicament doit être pris le matin à jeun, une demi-heure avant toute ingestion alimentaire, ou bien éventuellement en milieu de matinée, 2 heures après un repas, 1 heure avant le suivant. Il doit être pris avec un grand verre d'eau, de préférence d'eau du robinet ou eau non calcique, parce que l'ingestion de biphosphonate avec le bol alimentaire ou du calcium chélate les biphosphonates et rend l'absorption quasi nulle. Ces médicaments qui sont très très difficiles à absorber, et même avec nos modalités de prise qui sont décrites ici, on sait qu'il y a à peine 10 à 20% de la molécule qui est absorbée. Si vous prenez un bol alimentaire avec, on sait que quasiment rien n'est absorbé. Et enfin, lié aux pathologies œsophagiennes dont on a parlé tout à l'heure, le traitement doit être pris en position assise ou debout et le patient ne doit pas se rallonger pendant environ 30 minutes. Enfin, dernière question, quel est le principal paramètre de suivi biologique dans cette pathologie ? Donc, si vous ne devez en retenir qu'un, il s'agit des phosphatases alcalines. Les phosphatases alcalines toutes simples, pas forcément les phosphatases alcalines osseuses. C'est un marqueur d'ostéoformation qui est facile à doser et peu coûteux. Quand la maladie évolue, il est souvent élevé, et quand ça va mieux, il est bas. Certaines équipes préconisent de coupler au dosage d'un marqueur de la formation osseuse un marqueur de la résorption, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, le dosage des CTX sériques. Donc, pour ce dossier, quels sont les points forts? Tout d'abord, ce n'était pas le cas de notre dossier, mais on en a parlé, le principal diagnostic différentiel d'une maladie de Paget du bassin
en tout cas sur le plan radiographique, c'est des métastases ostéocondensantes d'un cancer de la prostate. Donc dans un dossier Paget, pensez au PSA, surtout si c'est un bassin. Vous devez savoir que la scintigraphie osseuse doit être faite initialement pour faire le bilan des lésions osseuses pagétiques, mais qu'elle n'a pas en général d'intérêt dans le suivi. Vous devez connaître les 3 principales localisations qui nécessitent un traitement par elles-mêmes du fait de leur risque fonctionnel. On n'a bien sûr pas ici parlé des complications du Paget à type d'insuffisance cardiaque à haut débit, ça ne se voit quasiment plus. D'ailleurs, le Paget se voit de moins en moins. Enfin, vous devez savoir prescrire des biphosphonates, que ce soit ici pour un dossier de Paget ou pour un dossier d'ostéoporose, les modalités de prise, les contre-indications, tout ça, c'est la même chose. Enfin, le principal examen de suivi sur le plan biologique, c'est un marqueur de l'ostéoformation, ce sont les phosphatases alcalines osseuses. Et dans la plupart des cas, ça suffit. Voilà pour ce dossier Paget.